Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve en tant que chef Omnic pour vous suggérer une nouvelle palette de jeux qui, j'espère, vous plaira. Quel est le thème d'aujourd'hui? C'est les jeux sans maître de jeu. J'en ai déjà parlé ici et là. Il y a plusieurs jeux d'apéro qui sont, par exemple, des jeux sans maître de jeu. Mais là, je voulais mettre en lumière, si on veut, 5 façons différentes de retirer le rôle du MG ou plutôt de le partager ou le redistribuer. Vous allez voir comment ça se concrétise dans chacun de ces jeux-là. Le premier jeu dont je veux vous parler, c'est un qui est vraiment un de mes favoris, fait que vous en avez probablement déjà entendu parler. C'est Iron Sworn ou Starforge, qui est sa suite en science-fiction. Mais Iron Sworn, celui de base, c'est un jeu d'aventure épique dans une espèce de setting de l'âge de fer, c'est le viking, scandinave, tout ça. Et ce qui est vraiment appréciable de ce jeu-là, c'est qu'il y a 3 modes de jeu. Il y en a un avec maître de jeu qu'on appelle le guide. Il y a un mode solo, mais aussi un mode coop, coopératif, où on se passe du maître de jeu, mais on peut quand même jouer en groupe. Moi, je le recommande vraiment pour un petit nombre, 2, 3, 4, ça peut être un peu limite. Juste parce qu'avec toutes les actions qui font un peu boule de neige, les gens qui veulent mettre du leur dans la description, les descriptions, tout ça, c'est sûr que ça peut faire beaucoup. Mais ça dépend du temps que vous avez, du nombre de sessions sur lesquelles vous voulez jouer. Il y a plein de raisons différentes pour lesquelles vous voudriez limiter plus ou moins. Mais c'est super intéressant. À 2 puis 3, ça fait du jeu vraiment intime. Puis, comment ça fonctionne dans Iron Sworn? C'est la même mécanique pour jouer en solo que pour jouer à 2 ou 3 sans maître de jeu, par exemple. C'est un oracle qui remplace le maître de jeu. Quand on dit oracle, qui est un peu le jargon dans le jeu de rôle solo, c'est d'avoir des tables aléatoires, dans le fond, qui permettent de savoir qu'est-ce qui se passe au lieu qu'un maître de jeu décide. Dans le cas d'Aaron Sworn, entre autres, il y a un oracle à base de pourcentage auquel on demande oui ou non, puis dépendamment de à quel point on pense que c'est probable, la réponse, on roule dessus, puis ça va nous donner une réponse. Par exemple, est-ce que les bandits sont cachés là? Est-ce qu'il va pleuvoir? Des choses comme ça. Il y a aussi plein de tables aléatoires pour découvrir, par exemple, les différents monstres qu'on rencontre, pour décider des attraits ou des traits d'un village sur lequel on arrive, etc. Euh, Fait que je pense que c'est vraiment adapté, ce jeu-là, à un mode coopératif. Parce que les tables sont vraiment riches, c'est une des grandes forces pour moi de ce jeu. Aussi le fait que les personnages sont très actifs dans ce jeu-là. Souvent dans les jeux, surtout à maître de jeu, on a tendance à être un peu plus passif. Des fois, il y a une quête principale, on est tous dessus. Un peu, un peu pour faire partie, la gang, tout ça. Des fois, on trouve des raisons pour lesquelles des personnages qui normalement seraient pas ensemble, seraient ensemble. Mais tout Iron Sworn, qui vient un peu de son background de jeu qui est beaucoup fait pour le solo, et met de l'avant les quêtes des personnages. Donc, chaque personnage fait des vœux, dont un vœu personnel qui est comme sa quête de vie, si on veut, ou jusqu'à la fin de sa vie d'aventurier. Puis les personnages peuvent se réunir à des quêtes spécifiques comme sauver un village d'un monstre, par exemple. Euh, je pense que le style de jeu sans maître de jeu, ça permet vraiment de mettre de l'avant ces quêtes-là, puis c'est vraiment les motivations des personnages qui vont avant tout. Puis ce que le jeu offre, c'est vraiment l'adversité. Puis on pourrait croire que il n'y a pas de maître de jeu pour contrôler les ennemis ou nous lancer des obstacles comme des tempêtes, tout ça, que c'est facile ou qu'il n'y a jamais de conflit. Mais en fait, c'est bien le contraire. Je me suis rendu compte à y jouer en solo et en petit groupe que souvent on est plus dur envers nous-mêmes qu'un maître de jeu le serait. Parce qu'on a quand même une certaine liberté d'interprétation, par exemple, des blessures ou des conséquences suite à des échecs. Puis souvent, on va au-delà de qu'est-ce que quelqu'un nous demanderait si c'était un arbitre ou un maître de jeu, etc. Donc c'est vraiment quelque chose à explorer si vous voulez un feeling de faire des grandes quêtes épiques, puis de voir justement comment est-ce qu'on peut bâtir, co-créer cette histoire-là. Mon deuxième exemple, c'est un classique du jeu sans maître de jeu maintenant. Il y a même eu une nouvelle édition qui est en boîte. Je parle de Fiasco, qui est un jeu où on joue des espèces de truands, des bandits, des gens qui veulent se lancer dans une grosse euh, une grosse recherche de gain, un heist ou quelque chose comme ça.
mais que ça va finir mal. En tout cas, pour certains d'entre eux, ça va finir mal parce qu'ils sont pas nécessairement très compétents. Un peu comme dans les films des frères Coen. Puis celui-là, comparativement au dernier, il fait vraiment dans ce qu'on appelle l'autorité narrative partagée. C'est-à-dire que le personnage sur lequel la scène est centrée va être celui qui a le plus de contrôle. Mais là où il y a une twist, c'est qu'il y a deux types de scènes, si on veut, deux types de contrôle qu'on peut avoir en tant que joueur ou joueuse. Si c'est vous qui cadrez la scène, ça va être les autres qui vont décider c'est quoi le dénouement de cette scène-là. C'est-à-dire, quand vous cadrez la scène, vous décidez, bon, il y a mon personnage, il y a tel autre personnage, on est dans tel lieu, qu'est-ce qui se passe. C'est vous qui menez, un peu comme si vous étiez un maître de jeu pour la scène. Mais la mécanique principale dans Fiasco, du moins dans la version originale, c'était des dés blancs et noirs. Donc les blancs pour représenter des réussites et les noirs pour représenter des échecs. Et on a un bassin de dés. Puis on donne des dés, par exemple, dans cet exemple-là, s'il y a joueur 1 qui cadre la scène, ben les autres joueurs et joueuses peuvent décider à la fin de la scène, dépendamment de ce qui s'est passé, puis de leur propre appréciation, de donner un dé noir ou blanc, puis ça va déterminer le dénouement de la scène. Mais aussi l'inverse, où vous pouvez laisser les autres vous dire qu'est-ce qui se passe dans la scène, vous jouez votre personnage à travers les péripéties et tout ça. Et là, ça va être à vous de choisir un des dés et de décider si le dénouement est heureux ou non de la scène. Et au début, ça a peut-être moins d'incidence parce que les dés, on les remet dans un bassin, mais il y a un tilt, il y a vraiment un twist au milieu de la partie. Puis là, les joueurs et les joueuses construisent ensemble, en fait, choisissent en fait, il y a deux personnes qui choisissent chacun une chose qui va aller mal, là, dans le fond. Et puis après ça, les scènes, par la suite, là, si on accumule des dés blancs ou des dés noirs, ça va nous rester, puis ça va avoir un impact sur la finalité de notre personnage. Et donc, il y a après ça une règle mécanique en fonction du score qu'on a accumulé qui nous dit si est-ce que notre personnage va avoir une bonne fin, est-ce qu'il va avoir une fin dans la pauvreté, est-ce qu'il va mourir. Fait que vous voyez comment la narration est contrôlée à différents moments par différentes personnes, mais qu'il y a aussi des règles très strictes sur les façons de comment cadrer des scènes. On peut pas faire des scènes en dehors de cette mécanique-là. Comment les dés, il y a un nombre fini de dés qu'on peut donner pour avoir des réussites ou des échecs. Puis la fin est vraiment déterminée à partir des choix qu'on a fait, mais des choix collectifs accumulés, dans le fond. Fait que ça, c'est quelque chose qui revient relativement souvent surtout dans les premiers jours de type 100 mètres de jeu, indépendant, tout ça, qu'ils ont des règles très précises avec des types de scènes très précises pour pas qu'on se noie dans les décisions, dans les questions de OK, qu'est-ce qui arrive ensuite. Mon troisième choix, dans ce choix du chef, c'est Fall of Magic. Là, on va complètement ailleurs. Dans Fall of Magic, si on veut, le maître de jeu, ou qu'est-ce qui oriente où s'en va l'histoire, est une carte. Et c'est un des jeux de rôle les plus magnifiques que vous pourrez voir. C'est pas donné, mais ça vaut quand même la peine si vous voulez avoir cet artefact-là. C'est un splendide parchemin de tissu qui se déroule au fur et à mesure de la partie. Et sur le parchemin, il y a différents lieux. Puis il y a des routes et différents chemins. Il y en a certains qui se divisent à certains moments. Il y a des aspects, ou du moins comme des sous-lieux de ces lieux-là à chaque endroit, avec différents traits, avec différentes questions, des prompts, donc des amorces qui vont être utilisées pour créer des scènes. Et l'autre truc qui est aussi particulier avec ce jeu-là, en plus que la carte, c'est elle qui dicte un peu où s'en va l'histoire, même si on peut faire des choix où on s'en va, c'est qu'il y a un rôle partagé qui s'appelle le Magus, donc le mage, qui rappelle un peu comme ce qu'on appelait le jeu de troupe, le Troop Play, qui était dans Ars Magica notamment, où les gens pouvaient contrôler différents types de personnages, puis il y avait un bassin de personnages. Ben là, vous avez chacun votre personnage, qui sont ceux qui accompagnent ce mage, ce personnage collectif, qui, pour donner un peu de background sur ce qui se passe, Fall of Magic, en français, l'automne de la magie, c'est parce que la magie est en train de disparaître, et donc le mage cherche le lieu de la naissance de la magie. Et vous jouez aussi ses compagnons à ce mage-là. Vous trouvez un nom, il y a des titres qui sont suggérés pour chaque compagnon et c'est tout. Après ça, vous allez les développer par les réponses que vous allez donner aux questions, les traits que vous allez accumuler à travers la partie. Puis c'est que chacun joue son tour avec son compagnon, sa compagne, puis après ça, la dernière personne prend
le jeton qui représente le mage, le bouge à un nouveau lieu, puis là, donne la perspective du mage. Fait qu'à tour de rôle, on peut jouer le mage, puis c'est lui ou elle qui est vraiment comme le personnage central de l'histoire, mais on a aussi chacun notre perspective en termes de compagnons, compagnes. Puis là, on peut ajouter des détails à l'histoire aussi, on peut poser des questions. On s'entend que c'est la personne qui est en train de décrire son personnage, puis qu'est-ce que lui rappelle par exemple ce lieu, ou qu'est-ce que rappelle au mage ce lieu. C'est ce personnage-là qui a le dernier mot à dire sur la question. Mon quatrième jeu, c'en est un qui est un peu similaire dans le sens qu'on est dans l'univers de la co-création. C'est I'm Sorry Did You See Street Magic, qui est un jeu de world building, de création d'univers, plus spécifiquement de villes. Il y en a d'autres pour d'autres choses. Il y a Microscope, par exemple, qui s'intéresse plus à tout ce qui est des périodes de temps. On crée, mettons, un royaume, quelque chose de même, mais dans une certaine période de temps, puis on fait des ellipses et tout ça, où on peut zoomer pour aller voir des scènes. Je pense aussi à The Station, où on joue des gens... En fait, on joue pas juste les personnages, mais on explore un train et une station de train, puis ça finit quand le train arrive. Donc, il y a plusieurs façons. En fait, il y en a dans tous les genres. Mais celui-là, Deluxe Street Magic, parle spécifiquement de ville. Et c'est pas une ville comme les autres, c'est une ville très poétique, une ville un peu surréaliste. Mais on décide ensemble, dès le début déjà, quelles vont être si on veut, les inspirations ou les palettes du jeu. Donc, on choisit parmi des adjectifs. Ça peut être comme, si je me rappelle, faded, des choses comme ancient. Ça décrit un peu l'atmosphère, ça décrit l'esthétique. Puis ça va nous permettre de nous guider à travers tout le jeu. Puis dans le jeu, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à tour de rôle à créer quelque chose. Soit on crée un quartier, soit on crée un monument, ou soit on crée un ou une résidence. Et chacun s'emboîte dans les autres. Donc, il faut créer un quartier avant de pouvoir y associer un monument. Et il faut créer un monument avant de pouvoir y associer un résident. Et lorsque tout le monde a fait leur tour de parole, aussi, évidemment, on peut jouer dans les plates-bandes des autres. On peut créer un personnage qui est lié à un quartier de quelqu'un d'autre. C'est pas... ça nous appartient pas personnellement. On les crée, on les met au centre de la table. Puis là, ça fait partie maintenant de la ville, c'est vrai. Donc, on a chacun et chacune notre mot à dire là-dessus. Mais à la fin que tout le monde a parlé, a eu son premier tour, il y a un événement qui arrive qui vient bouleverser le statu quo. Puis là, ça permet de donner des perspectives sur qu'est-ce qui s'est passé, comment les gens qu'on a déjà établis, qui vivent là, réagissent. Puis après, on va dans un deuxième tour, on rajoute encore des éléments, mais là, on a ce petit bouleversement-là qui nous indique une nouvelle direction dans l'histoire. Puis c'est vraiment chacune co-créé, construit, bâti sur ce que les autres ont amené. Fait évidemment, encore une fois, dans ce style de jeu-là, nous, on a l'autorité sur qu'est-ce qu'on place, mais ça veut pas dire que ça peut pas venir être modifié à cause justement que le temps passe, qu'il y a des nouveaux personnages qui arrivent, tout ça. Donc, il n'y a pas de contrôle absolu. Puis, c'est vraiment un jeu plus de création d'univers pour les gens qui aiment... mettons, quand ils préparent une partie comme maître de jeu, ben là, ça peut être en fait même être joué en parallèle avec une partie. Vous êtes maître de jeu, vous demandez à vos joueurs, vos joueuses potentielles de vous aider à créer la ville, puis après, vous mettez une campagne dans cette ville-là. Tout ça est possible. Et le dernier jeu dont je veux vous parler, c'est Wonder Home. Là, encore une fois, on va dans quelque chose de complètement différent. Pour l'instant, je vous ai parlé d'autorité narrative partagée, mais qui est vraiment comme contrôler dans une scène, on contrôle qui est présent, on contrôle les événements qui se passent, où on crée des éléments du monde, tout ça. Des fois, on est même comme le maître de jeu à tour de rôle, d'une certaine façon. Wonder Home prend une approche différente, qui est celle des jeux qu'on appelle Belonging Outside Belonging, dont vous avez peut-être déjà entendu parler de Dream Askew, qui est un jeu post-apocalyptique queer, qui était le premier, avec Dream Apart. Mais Wonder Home, c'est un de mes préférés dans le genre. Je trouve qu'il fait quelque chose de vraiment intéressant pour redistribuer le rôle du maître de jeu. Parce que dans le fond, le maître de jeu, c'est pas juste une personne. En fait, c'est plus qu'une personne, c'est des rôles, c'est des fonctions. Par exemple, le rôle d'arbitre dans les combats ou par rapport aux règles, d'être neutre par rapport aux règles.
Mais dans d'autres occasions, d'autres jeux, le rôle du maître de jeu, ça peut être de mettre spécifiquement un défi en face des personnages. Ça peut être de faire un défi qui est juste. Ça peut être d'amener, d'être un tacticien un peu quand on joue les adversaires. Mais c'est aussi des choses comme garder un compte de la logistique. Des fois, c'est les autres, littéralement les autres de la soirée, tout ça. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses. C'est pas pour rien que je vous ai parlé il y a pas longtemps de charge mentale du MJ. C'est à cause de tous ces rôles-là qui s'accumulent. Ben, des jeux comme Wonder aident un peu à alléger en partageant le fardeau avec tout le monde. Et comment est-ce que ça se matérialise, me demanderez-vous, dans Wonder Home? Ben, c'est simple, c'est qu'il y a différentes fiches qui représentent les coins, c'est-à-dire les lieux, et les kidam, c'est donc les personnages non joueurs. Ce qu'on appellerait normalement des personnages non joueurs, mais là dans le jeu sans MJ, ça a plus ou moins de sens, donc on parle plus de personnages secondaires. Et ces fiches-là, par exemple, les fiches de coin, les lieux sont composés de trois natures, donc on décide ensemble quand on veut aller explorer un nouveau lieu. Euh, qui Puis, j'ai oublié de vous dire, mais l'univers, c'est un univers paisible, pastoral, de fantasy où on est tous des animaux anthropomorphiques après une grande guerre. Donc, il n'y a pas de combat. C'est vraiment d'aller explorer des lieux, rencontrer des gens. Donc, il n'y a pas de grande intrigue non plus. Là. Il peut y avoir des éléments ici et là. Il y a une certaine mythologie là, qui s'esquisse dans le texte. Mais on n'a pas à avoir peur que, où s'en va l'intrigue, tout ça. C'est très slice of life, là, si on veut. C'est très les choses, les petites choses du quotidien. Donc, quand on arrive à un nouveau lieu, on décide ensemble des trois natures. Les natures, c'est des choses comme des fermes, des jardins, des marais, des tours. Puis un lieu, c'est un ensemble de trois natures. Puis chacune de ces natures-là ajoute des nouvelles possibilités ou des différentes actions qu'on peut faire pendant une scène. Même chose pour les kidam, les personnages non joueurs. Quand on introduit quelqu'un, on peut ensemble décider, ok, cette personne-là a tel ou tel autre trait, parce qu'il y a une liste de traits aussi qui nous permettent eux aussi de déterminer c'est quoi les actions qui sont accessibles à ce personnage-là. Par exemple, ça peut être timide, ça peut être patient, ça peut être colérique, etc. Et lorsqu'on joue, ben, on fait du roleplay un peu libre, un peu ouvert. C'est un jeu qui est beaucoup dans la conversation. Euh, Puis lorsqu'on arrive dans un lieu, par exemple, qui a été choisi, ben, il peut y avoir quelqu'un qui dit « Ok, moi, je vais jouer le lieu. » Ça peut être un peu étrange à dire, mais les maîtres de jeu font la même chose. Ils interprètent l'environnement puis les réponses de l'environnement. Là, ça serait, par exemple, si disons que le lieu, c'est un marché, ben ça pourrait être peut-être décrire le fait que c'est bruyant, tous les types de saveurs, d'odeurs qu'il y a présents dans le marché. Ça peut être de, de dire, ben là, il y a il y a une attaque en cours. Bon, un peu moins, comme je dis, c'est pas très violent, Wonder Home, mais il y a eu un accident, il y a un wagon qui s'est retourné, mais chou, ce genre de choses. Euh, Puis, fait que les autres, ce serait plus les personnages des autres joueurs et joueuses qui seraient là à intervenir. Puis d'un autre côté, s'il y a quelqu'un qui dit ah ben moi je pense que dans cette scène-là, dans le marché, il pourrait avoir un, un petit gars qui est orphelin depuis la guerre, tout ça, puis là vous créez l'enfant et l'autre personne peut jouer cet enfant-là, puis là regarde en fonction de ses traits, peut dire ah ben cette personne-là est peut-être un peu prudente par rapport aux étrangers, fait que ça lui permet d'orienter ses réactions, tout ça. Puis ça vous appartient pas, c'est pas parce que vous avez joué le marché ce moment-là que s'il y a une nouvelle scène dans un marché plus tard que ça sera pas quelqu'un d'autre qui peut le jouer. Vous contrôlez vos personnages, mais le reste, encore, vous pouvez vous les transférer à travers les parties. Dans une même partie, vous pouvez changer. Ça dépend de ce que vous voulez explorer. Puis généralement, si votre personnage, mettons, veut aller au marché, ben, il pourrait même demander qui voudrait me faire jouer dans le marché, qui voudrait jouer, entre guillemets, la fiche du marché. Puis je trouve ça très intéressant parce que ça nous permet d'être vraiment conscient de, comme je parlais tout à l'heure, quels sont les rôles du maître de jeu, qu'est-ce que les maîtres de jeu font dans une partie, puis comment est-ce que on peut redistribuer ça de plusieurs manières. Les autres jeux que j'ai montrés aussi ont toutes des manières, si on veut, soit de donner ou de redistribuer cette autorité-là. Par exemple, dans Iron Sworn, c'est vraiment les tables, les oracles qui les ont. Dans Fiasco, c'est chacun son tour. Dans Fall of Magic, ça dépend du personnage qu'on joue, ils n'ont pas le même poids narratif. Euh,
Mais j'ai pas tout épuisé, on parle juste de 5 jeux. J'espère qu'après ça, ça va vous donner le goût, que vous allez continuer d'explorer, que vous allez essayer d'autres types de jeux sans maître de jeu. Puis que ça peut vous donner des trucs, même pour vos parties en campagne. J'en parle aussi un peu dans ma vidéo de la charge de MJ, mais déléguer. Vous pouvez demander n'importe quand à quelqu'un de jouer un personnage non-joueur, d'aider à décrire, en leur demandant qu'est-ce que ça leur rappelle ces odeurs-là. Il y a plein de manières qui fait que vous n'avez pas besoin de toujours tout préparer puis de toujours avoir tout en tête. Vous pouvez sortir ça de la tête puis donner ça à d'autres. Puis de temps en temps, ça peut être bien que juste tout le monde soit dans le même mood et tout le monde co-crée, participe à l'histoire de manière égale. Et donc là-dessus, je vous laisse, je vais retourner par essai et à la prochaine!